Voilà, merci. Merci à Guilain, merci. Alors, on va parler cette fois-ci de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Johnson Ishara, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David. Bien content? Oui, ça va. Avec 2 journées très chargées. Aujourd'hui, on prend un peu de repos après un travail fini déjà avec les élèves qui commencent déjà leurs vacances. Et on est maintenant après, ça va. Journée de repos comment? Non, ça veut dire que, comme nous l'avions annoncé la fois passée, ce qu'on devrait commencer avec la 2e édition du Festival scolaire scientifique Mabadiliko à Kinshasa, et qui a commencé le mardi, et la 2e journée, c'était le mercredi. On a eu à recevoir 16 écoles, 8 écoles par journée, et ça fait ce qu'on soit très concentré avec toute l'équipe, et ça nous a permis déjà de libérer les élèves à partir d'hier, et aujourd'hui, il n'y a pas d'activité jusqu'à ce qu'on reprenne encore avec le cours. Ça sera maintenant le 10 janvier qu'on reprend avec la suite du Festival scolaire scientifique Mabadiliko. Donc ça se passe très bien. Ouais, jusque-là, ça va. On a aimé le niveau très élevé d'appréhension des élèves, des écoles, des différentes communes. Et déjà, nous avons 7 écoles qui sont déjà qualifiées en demi-finale et nous avons vraiment apprécié les niveaux également d'engagement des autorités scolaires dans cette activité qui pour le moment c'est la plus grande activité parascolaire scientifique en République démocratique du Congo et qui prennent ça au sérieux et que ça met également en lumière tous les talents et l'intelligence des élèves. Ok, merci beaucoup Monsieur Ishara. Vous avez suivi comme moi le retrait de M23 de la ville d'Ouvira. Ouais. Et vous, quelle analyse faites-vous de ce geste? Alors, je peux avoir également une analyse qui s'oriente dans 3 axes. Le premier axe, c'est que le retrait d'Ouvira ressemble un peu au retrait qu'on avait connu également dans la ville de Goma en 2012, où après avoir pris le contrôle de Goma en 2012, le M23 avait réussi, je m'imagine, un coup de fil à travers la diplomatie internationale du retrait de la ville de Goma, qui était sous leur contrôle pendant 10 jours. Alors pour Ouvira, ça semblerait être la même situation, mais ce qui semblerait également être comme un caillou dans la chaussure, c'est que au moins en 2012, quand il y a eu retrait, le gouvernement a salué ces retraits et le gouvernement dit ça fait partie de nos actions diplomatiques et de nos actions politiques pour que ces retraits soient effectifs. Et après, il y a maintenant une phase qui vient après ces retraits-là. Alors, mais de l'autre côté, quand on sent les retraits d'Ouvira, le gouvernement dit que c'est un retrait unilatéral. Bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire exactement, parce que est-ce que l'entrée était unilatérale? Est-ce que l'entrée était consentie également par le gouvernement? C'est une question qui se pose. Ouais, parce qu'on dit c'est un retrait unilatéral. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit, les rebelles. Non, c'est eux-mêmes qui ont décidé de sortir. Oui. Comme si le gouvernement... Une décision unilatérale. Comme si le gouvernement n'a amorcé aucune action, que ce soit politique ou diplomatique, pour que ça puisse aboutir à ces retraits-là. Alors, s'il parle d'un retrait unilatéral, est-ce que l'entrée était aussi unilatérale? Alors, dans le cas, on va rester un peu scientifique, dans le cas où l'entrée était unilatérale, ça veut dire que c'est possible également que les retraits soient unilatérales. Donc ça ne devrait pas également enflammer la toile, surtout quand il s'agit de la position gouvernementale. Alors la deuxième analyse, dans le deuxième axe, c'est justement pour imaginer qu'il y a possibilité. Dans cette guerre, je pense que la meilleure guerre qu'il faut mener, c'est souvent la guerre diplomatique. La guerre diplomatique devrait être au-dessus de la guerre militaire sur le front, les face-à-face entre le militaire des 2 camps différents. Alors, est-ce que le retrait est une conséquence logique de ces accords-là déjà signés à Washington? Parce qu'on sent quand même qu'il y a eu des moments forts à Washington. Il y a eu un moment fort où la République démocratique du Congo signe des accords économiques avec les États-Unis. Et le deuxième moment fort, c'était maintenant un accord de paix. Alors, est-ce que ces accords économiques qui s'étalent dans un temps donné, parce que le président aux États-Unis n'a que le mandat de 4 ans, et que celui qui est là aujourd'hui, on reconnaît que c'est également un homme d'affaires qui n'a pas le temps à perdre.
Donc, par rapport au temps qui lui reste, est-ce qu'il peut capitaliser déjà ses actions gouvernementales en activant en activant déjà l'accord économique qui ne devrait pas être retardé avec les hostilités dans la zone. Donc, si cela est vrai, ça peut être possible qu'il puisse également utiliser tout son pouvoir aujourd'hui dans la politique internationale, demander au M23 de sortir sans que, si je m'éteignais au propos du porte-parole du gouvernement, sans que le gouvernement ne soit informé. Et c'est possible parce qu'on a compris qu'après Washington, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées dans le couloir. Il y a eu beaucoup de discours qui se sont tenus également dans le couloir. Donc on peut s'imaginer qu'avec le gouvernement américain, ça peut être possible et que ces retraits s'effacent. Alors la troisième analyse par rapport à l'axe, c'est de s'imaginer, bien entendu, les retraits. D'abord, M. Jean-David, vous devez savoir que quand une ville à la dimension d'Ouvira, que moi j'ai eu à fréquenter plusieurs fois, tombe dans le main de l'ennemi, des Camagnols là jusqu'à Ouvira, c'est quand même costaud comme perte. C'est combien de kilomètres? Ça peut être aux environs une soixantaine, cinquantaine de kilomètres, mais vous trouvez que c'est vraiment une plaine. C'est dans cette route-là. C'est la plaine de Ruzizi. Oui, la plaine de Ruzizi. Dans cette route-là, c'est là que vous pouvez encore trouver le goudron de l'époque Zaïre, qui n'a pas encore assez de problèmes. Donc vous pouvez, donc c'est comme si vous êtes en train d'atterrir sur un aéroport. Ça m'avait inquiété quand Luvung était menacé. Ça m'avait encore inquiété et j'avais dit, ça sent mauvais quand il s'agissait maintenant de Sangé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet axe-là? Sachant que la plus grande résistance qui restait, après celle de Goma, celle de Massissi, la plus grande résistance qui restait, c'était sur l'axe Ouvira. Bon, maintenant, si Ouvira tombe dans le main de l'ennemi, qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est là qu'on devrait maintenant savoir si, quand il y a un contrôle d'une grande ville comme celle-là, même si ça peut prendre 24 ou 48 heures, non, ça laisse des séquelles derrière. Des séquelles, vous pouvez vous rappeler que quand Bukavu est tombé dans quelques heures dans le main de Moutebouti et Laurent Kunda à l'époque, on avait enregistré des violences sexuelles à outrance à cette époque. Et les femmes de Bukavu, du site Kivu, avaient marché en noir pour dénoncer ces violences sexuelles qui ont été utilisées comme arme de guerre. Monsieur Jean-David, vous vous rappelez également que l'entrée du 23 sur l'axe Ouvira a fait skier des bombes qui sont tombées sur les déplacés. Des bombes. Des bombes. Et le gouvernement, suivant la communication, nous a communiqué environ 240 victimes qui sont tombées sur l'axe des déplacés qui étaient en train de fuir. Déjà, et puis le porte-parole avait dit que ça c'était un bilan provisoire. Mais quand même, on a vu des images, c'était affreux, c'est regrettable. Ça, c'est du côté drame humain. Les drames culturels, il est là. Vous devez savoir que sur ce couloir-là, on avait des patrimoines culturels intéressants, comme des grandes bibliothèques. On avait comme la sucrerie des Kiliba qui était encore là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ces espaces? Parce que quand vous les abandonnez, ce que vous laissez à ce que celui qui entre en face ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que déjà à Goma, quand Goma est tombé, il y a eu destruction de beaucoup d'ouvrages culturels, historiques, qu'on ne saura plus retrouver. L'administration a perdu beaucoup de ces documents qu'on ne saura plus retrouver. La ville d'Ouvira, c'est la même chose. Alors, quand on se retire comme ça, est-ce que pour eux, on peut dire qu'ils ont atteint l'objectif? Parce que, M. Jean-David, il faut faire très attention. Chaque bataille a un objectif. Du camp qui attaque. On peut attaquer sans nécessairement avoir l'intention de contrôler. On peut attaquer pour dire notre objectif c'est de faire ça et puis après on peut se retirer. Alors par rapport maintenant à ces axes d'analyse, on devrait maintenant imaginer, quand on écoute le gouvernement, oui ils viennent de partir, mais ils vont où? Et le gouvernement ne sait pas. Et le 23 n'a rien communiqué. Mais rappelez-vous également qu'avant que Ouvira ne tombe, on est en train de signaler sur la toile les retraits des éléments du 23 sur l'axe Walungu, sur l'axe... les noms encore m'échappent, mais c'est toujours au site Kivu. On a vu quand même ces mouvements. Mwenga. Voilà, vers Mwenga, il y avait également un retrait. Et nous avons été floués sur la toile, sur ces retraits. Les gens, certains ont applaudi, mais on s'est rendu compte plus tard
que ces retraits-là de ces effectifs, c'était pour renforcer la ligne d'Ouvira, parce que c'était une ligne très stratégique, comme je l'avais encore dit. C'était une ligne aussi importante, parce que avec Ouvira, vous avez l'accès, vous êtes maintenant en frontière avec le Burundi, vous avez l'accès sur les lacs Tanganyika, et facilement, donc, dans votre tête, vous avez un regard vers une autre province qui est la province de Tanganyika. Donc, ça représentait un couloir assez important pour le gouvernement congolais qui, à travers également la coopération avec le Burundi, pouvait facilement accéder sur Uvira. Mais aujourd'hui, maintenant, on va avoir un problème. Donc, si on ne connaît pas pourquoi ils quittent et ils vont où, mais en lisant quand même quelques responsables de ces mouvements à Goma, on sent ils ont réussi un poignard au dos. Parce que quand vous lisez leurs tweets, comme si c'était en train de se plaindre de malaise diplomatique qui n'ont pas marché de la manière dont ils le voulaient. Alors, dans tout ça, on a quand même... Est-ce que là, il ne serait pas au niveau de haut plateau, en train maintenant de contrôler Uvira? Est-ce que c'est un retrait sincère? D'abord, c'est difficile de dire que c'est sincère parce que eux-mêmes ne disent pas pourquoi ils quittent et ils vont où. Ils disent que c'est sur demande du médiateur américain. Oui, voilà. Même quand vous dites que nous libérons, c'est de dire, il y avait d'abord combien de militaires qui sont entrés, même eux ne peuvent pas nous communiquer, même notre gouvernement, je ne sais pas s'ils ont ces éléments-là. Bon, maintenant on s'est retirant, parce qu'il faut éviter, M. Jean-David, tu vois l'histoire des guerres, c'est une question qui demande qu'il y ait un think tank de recherche à temps réel. C'est ce qui s'était passé en Athènes, si vous vous rappelez de ce cheval de Troie-là, où on dit, nous voulons la paix, nous devons parler, mais entre-temps, il y a un cheval qu'on amène à un roi, en disant, on veut quand même à l'occasion vous offrir un cheval. Mais dans ce cheval-là, dans le ventre de ce cheval, il y avait des militaires là-dedans. Ils ont entendu que la nuit tombe pour qu'ils se libèrent de ces ventres et de ces grands chevals, et c'est comme ça qu'ils ont pris Troie en otage. C'était une ville de Troie pour ceux qui se rappellent de l'histoire de la Grèce antique. Bon, maintenant, quand des militaires entrent comme ça dans une ville stratégique, il faut qu'on soit vraiment irréfléchi pour imaginer qu'ils sont sortis comme ils sont entrés. Parce que dans des techniques de guerre, on peut vous tendre également ce qu'on appelle dans le jargon politique et dans le jargon de guerre le cheval de Troie. Nous sortons sans sortir. Voilà. Sortir sans sortir, ça peut insinuer que on va voir des semblants de gens en tennis qui quittent voilà, nous quittons, mais entre-temps... Et qui filment aussi. Oui, et qui filment parce que voilà, c'est eux-mêmes qui ont filmé pour nous envoyer les images. C'est quoi la raison? Parce que nous sommes Et lorsqu'ils se retirent pour aller... Où? Au niveau de Kamanyola ou précisément? Non, Kamanyola, c'est très loin déjà, il y a beaucoup de villages en quittant Uvira pour arriver à Kamanyola. Oui, il y a beaucoup de villages sur cet axe-là. Et on a aussi un peuple très dynamique qui vit de l'agriculture. On avait également des éleveurs, parfois burundais, qui traversaient pour également le pâturage dans la plaine de la Ruzizi. Donc on a quand même un mouvement très visible sur cet axe. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne devrait pas perdre le regard sur cette situation. Si réellement ils ont quitté, j'aurais bien voulu qu'on nous annonce, par exemple, aujourd'hui, que la ville maintenant est sous contrôle de Est-ce que de l'autre côté, au niveau de Makobola et Baraka, c'est toujours eux qui vont continuer? Oui, c'est toujours eux parce que là maintenant c'est comme si... Bon, jusque la Baraka, c'est pas encore. Hein? Bon, c'est pas encore, mais il y a quand même sur cet axe-là, on sent qu'il y a des bruits de bottes de ces côtés-là et qui déstabilisent, qui créent également des déplacements massifs de la population. Déjà le Burundi qui en a réussi des milliers et qui a pris de mesures pour isoler tous les Congolais, même ceux qui étaient même dans la cité. On souhaite que tous soient évacués vers les camps des réfugiés et ceux qui viennent d'arriver encore doivent être orientés vers... Donc il y a tous ces mouvements-là, mais j'aurais bien voulu qu'on soit dans une politique agissante, mais pas une politique d'accusation éternelle. On ne va pas rester en train d'accuser tout le jour. Il n'y a personne qui a interdit au gouvernement congolais de défendre Uvira, parce qu'on doit savoir également que bien que, si vous avez suivi, j'espère que même Télé Séquente avait diffusé la communication du porte-parole après juste la chute d'Uvira, je pense honnêtement, en tant que communicateur politique, cette communication
n'avait pas son bien-être, parce que quand on est en situation de guerre, mais vous dites que vous accusez celui qui vient de violer les limites avant les accords de Washington, et vous prenez le monde entier en témoin. Mais ça, c'est pas une communication qu'on peut faire. Entre-temps, il y a des familles qui sont en train de passer des nuits sans manger à la Belle Étoile, et puis vous voulez dire que vous accusez quelqu'un d'avoir violé un accord, et surtout que, dans notre constitution, M. Jean-David, nulle part où on dit que c'est Washington, c'est Doha, qui doit protéger le Congo. Donc quand on prend ça comme des prétextes de ne pas protéger un peuple qui a appelé déjà au secours depuis très longtemps, et que vous passiez 45 minutes, 1 heure de temps la chaîne nationale pour dire que vous regrettez que celui qui entre à Uvira a violé les armes. Mais c'est prendre le Congolais comme des enfants, et ce n'est pas sérieux en communication des guerres dans une situation comme ça. On aimerait également bien entendre, après toutes ces situations, quel est le plan humanitaire qui est mis en place. Nous avons un ministère des droits humains. On ne sait pas exactement ce que ce ministère fait. On a un ministère des Affaires sociales aujourd'hui. Je pense que Madame, apparemment, Ziza Mounana, qui a été à ce ministère des Affaires sociales dans le gouvernement précédent, était très visible sur terrain, bien que Affaires sociales, ce n'est pas seulement l'assistance, parce que pour moi, j'ai toujours cru que la compréhension de ce ministère a connu une déviation dans la mise en œuvre. Le ministère des Affaires sociales n'est pas là seulement pour aller assister en cas de danger, mais il est là également pour travailler sur cette sociabilité des Congolais. Alors, mais l'actuel ministère des Affaires sociales, on sent que Madame Eve Bazaïba, qui est à la tête de ce ministère, quasiment absente sur terrain. On ne sait pas ce qui se passe au Burundi avec tous les Congolais qui sont là. J'ai vu les cris de toutes ces femmes et tous ces enfants de militaires aujourd'hui qui sont à Béni, qui ont fui, qui ne savent plus. Il y a même certaines familles de militaires qui ont pris de l'abri vers les cimetières à Béni, et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être pourchassés par les propriétaires de ces endroits-là. Qu'est fait le ministère des Affaires sociales? Ce sont des questions. Donc, on voulait voir en tout cas que tous les gouvernements se déploient sur tous les fronts. Autant le ministère de la Jeunesse, autant tout le ministère en situation de guerre. On devait voir des gens qui n'ont pas le temps à perdre dans des activités festives, mais plutôt se concentrer sur comment être présent et résoudre des problèmes sur terrain. Alors, résoudre des problèmes, c'est quoi la solution? Dialogue ou la solution? Il faut activer ce levier-là au niveau des communautés internationales, au niveau de la SADC, au niveau de l'EAC, ou faudra-t-il un dialogue en interne? Non, mais ce Jean-David, moi je pense que aujourd'hui, le front diplomatique a montré ses limites. Je pense que tout le monde nous a écoutés. Les gens nous ont dit, voilà, on voulait activer ces fronts pour qu'on soit... Tout le monde nous a écoutés. Mais aussi, nous arrivons à un niveau où tout le monde ne nous prend plus au sérieux. Parce qu'on a l'impression qu'on ne connaît plus ce qu'est le Congolais veulent. Parce qu'aucun pays, si nous partons dans un schéma où nous comprenons qu'aucun pays ne peut sauver le Congo, il n'y a que le Congo qui peut se sauver. Et chaque pays qui tendra la main sur nous, c'est que derrière cette main, il y a son intérêt visé. Et moi, j'aurais bien voulu qu'à partir de là, qu'on prenne cette question-là au sérieux. Ce ne sont pas les Américains qui vont sauver la RDC, ce ne sont pas les Russes, mais ce sont les Congolais qui doivent sauver leur propre Congo. Quand l'Amérique va venir, c'est justement pour trouver gain de cause des Américains. Point très. Alors, dans cette situation-là, nous avons été avec l'EAC, qui pour moi c'était un fiasco. Monsieur Jean-David, nous avons combattu pour qu'on comprenne que même la mission onusienne ne fera rien dans cette crise avec les casques bleus. Et avant même la chute de Goma, ils ont déclenché une opération farfelue qu'ils ont appelée l'opération Springboks. Et cette opération, ils nous ont expliqué des longueurs de journée qu'ils sont autorisés d'ouvrir le feu sur l'ennemi. Mais sur quelle bataille ils ont fait ça? Aucune bataille. Mais par contre, ils se sont enfermés dans leur clôture comme, voilà, et à l'entrée de l'ennemi, ils sont restés à Goma. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, également avec la SADC, on a compris cette hypocrisie régionale.
on peut aussi la comprendre parce que par notre faiblesse politique aujourd'hui, à vouloir nous imposer comme les leaders dans la région, nous sommes devenus des suiveurs et des pleurnichards et du coup, on ne nous prend pas au sérieux. Alors, la seule solution pour le moment, la seule solution, c'est de nous faire confiance. Nous faire confiance nous-mêmes en tant que Congolais. Je voulais dire aux amis de l'Union sacrée, je pense qu'il y a un pays qui peut nous inspirer aujourd'hui par rapport à la crise que nous connaissons. Vous savez qu'après, vers les années 94, l'Afrique du Sud était au point de connaître une crise politique sans précédent. Parce qu'avant 94, l'Afrique du Sud venait de connaître tout ce qu'il y avait comme apartheid. Et c'était des Blancs qui contrôlaient, en tout cas, la grande politique et l'économie de l'Afrique du Sud. Mais enfin, l'avènement de Nelson Mandela, qui a été torturé pendant 26 ans, qui a connu des moqueries avec tout ce qu'il y a. Mais quand il a pris la présidence de l'Afrique du Sud, il a dit, nous sommes un peuple arc-en-ciel. Mettons-nous ensemble si nous voulons voir l'Afrique du Sud dans sa grandeur. Et le blanc, et le métis, et le noir, mettons-nous ensemble. Ce n'était pas un travail facile, mais il a compris que la grandeur de l'Afrique du Sud commence d'abord par cette confiance interne que les Sud-Africains devraient d'abord cultiver. Le premier résultat, c'était lequel? Dans l'équipe nationale de rugby de l'Afrique du Sud, il y avait même une race qui ne voulait pas intégrer cette équipe nationale. Mais enfin, on a retrouvé et le noir et le blanc, et ils ont remporté la première coupe. Le premier pays d'Afrique a remporté une Coupe du monde de rugby, c'était l'Afrique du Sud. Donc nous devons incarner également cela. On ne va pas faire une chasse à l'homme tous les jours entre nous à l'interne. Et l'extérieur maintenant nous regarde, profite de notre faiblesse interne. Pour maintenant, tu vois, on ne voit pas une résistance sur toutes les lignes de front. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand le militaire se bat, il se bat pour des grandes raisons. La première raison, c'est pour la terre. Bon, maintenant la terre est en train d'être occupée. Pourquoi le militaire ne le fait pas correctement? La deuxième raison, c'est que le militaire se bat également pour son chef. Le commandant suprême, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Je peux également réitérer ici qu'il ne devrait pas dire qu'il a trouvé une armée de clochards, parce qu'en réalité, l'armée que nous avons, c'est une seule armée. Oui, là, c'est dans le passé, il dit qu'il a trouvé, mais cette fois-ci, non, mais oui, les chefs de l'État a arrangé, il a amélioré. Monsieur Jean-David, les chefs de l'État, il y a deux mots qu'il ne peut jamais utiliser ou parler quand il s'adresse à la nation. Parce que tout ce qui sort de sa bouche est considéré comme de l'or. Alors, il y a ce qui sort de sa bouche qui ne devrait pas être considéré comme des histoires à prendre et jeter à la poubelle. Et puis, ça ne devrait pas créer une confusion dans l'opinion. Ça veut dire, même si vous avez, même l'armée zaïroise, Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas la traiter de clochard. Même l'armée je ne sais pas, quand vous acceptez qu'elle soit seulement l'armée, même celle qui a été mixée, ne devrait pas être considérée comme clochard aussi longtemps qu'on accepte que c'est l'armée congolaise. Ça veut dire que le président Félix n'est pas venu avec une armée des extraterrestres. Ce sont les mêmes militaires. Hier, il était colonel peut-être, aujourd'hui il devient général. C'est le militaire congolais. Ça n'a rien de clochardisme, mais plutôt c'est question maintenant de la moralité gouvernementale au sein des militaires. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Il faut seulement partir sur ça. Parce que si l'armée d'hier était des clochards et que l'armée d'hier résistait sur certains fronts et qu'on ne perdait pas de villages comme on est en train de voir, maintenant qu'est-ce que cette armée est devenue en voyant la perte de toutes nos entités sur toutes les lignes de front? Est-ce que c'est plus pire que le clochard? Voilà des grandes questions qui se sont posées dans l'opinion. Et moi, je pense, dans toute honnêteté, si j'étais le conseiller du président de la République, il faut lui rappeler à l'oreille qu'il y a des termes qu'on ne peut jamais utiliser quand on s'adresse à la nation. Même si vous le connaissez, en tant que chef, vous ne pouvez pas les dire parce que ça va prêter confusion. Ça va faire à ce que chacun garde son interprétation. Et voilà ce que ça a créé comme tollé dans l'opinion. Heureusement, il s'est rebuffé. Moi, je ne l'ai pas entendu. C'est plutôt certains communicateurs qui l'ont dit. Non, il s'est rebuffé lors de la conférence annuelle des services publics. Encore une fois, on aurait pu éviter ça. Voilà. On aurait pu éviter ça. Donc, moi, je pense que maintenant, ce qui reste, c'est de se concentrer. Si le président Félix Tshisekedi peut faire un effort, dans la ligne où vont les choses, il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui peuvent sauver cette situation. Par les dialogues? Par le dialogue, bien entendu. Et puis, les dialogues de Congolais. Pas les dialogues de Doha, pas les dialogues de Washington, pas les dialogues de Burundi,
le dialogue au Congo et par le Congolais. On va se dire des vérités en face. Pourquoi on a peur de se dire de vérité? Oui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit en 2018, que ce soit pour les élections de 2023. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et si beaucoup de Congolais ont dit, nous allons rester des légalistes, nous ne pouvons pas trahir la République, nous allons nous parler entre nous. Mais il faut ouvrir cette table-là des négociations pour qu'on écoute qui veut quoi et quel est le niveau de flexibilité. Qu'est-ce qu'on est à mesure de comprendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre. Et on trouve le juste milieu, on fait avancer la République. Parce que maintenant là, on est en train de reculer de plusieurs années en arrière et ça ne nous permet pas de penser que les choses peuvent s'améliorer dans ces conditions. Voilà, merci beaucoup à vous, Johnson Ishara, surtout pour ces analyses. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été avec nous depuis 7 heures. D'ici là, il sera 11 heures à Kinshasa, 12 heures à Lubumbashi, chez Martin Kazembe Choula, le gouverneur Haï du Haut-Katanga. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Nous sommes la 3e école de la rumba congolaise. Jamais sans nous. Bafila mpaka bamuna mpeleva. Ricky Lungu. Vosera, tolega. Ya josari ya katopina mbonda bakoko batikanda zaiko. Papa ya